bonjour et merci d'être avec nous, Norbert Saada. C'est moi qui vous remercie. Si je vous dis, Norbert Saada, que vous êtes peut-être aujourd'hui le dernier grand représentant, grand dinosaure des producteurs français, est-ce que vous êtes conscient que je vous fais un compliment? Oui, je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'en fait, je sais ce que je suis le dernier. Le dernier des producteurs de musique et de cinéma vivants. Expliquez-nous ce que c'était un producteur de l'époque du cinéma français des années 70-80 par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, nous, on faisait du cinéma par passion. Et comme je le dis dans mon livre, on mettait l'argent qu'on avait et l'argent qu'on n'avait pas. C'est quand même différent d'aujourd'hui où ils ont les chaînes de télé, les plateformes, le centre du cinéma. Vous voulez dire que le film, il est quasiment déjà financé autrement, il ne tourne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils tournent quand ils sont sur deux, autrement, ils ne tournent pas. Ah oui, oui. Tandis que nous, on réunit le truc, on se mettait à signer des papiers, on n'avait pas encore un franc dans la poche. Hein. Et donc, c'était quand même plus difficile. Contrairement à ce qu'on pense, tout le monde croit que c'est plus facile avant. Non, c'était plus facile peut-être parce qu'on était plus enthousiaste et tout, mais c'était plus difficile parce qu'on mettait notre propre argent quand même. Oui. Quand vous dites d'ailleurs dans votre livre, on risquait la ruine à chaque film, oui. C'est vrai ça? Oui, oui. C'est vrai ça. Moi, j'ai passé à côté pour Canicule d'ailleurs. Oui, qui avait coûté beaucoup d'argent. Vous étiez quand même des téméraires, mais des téméraires qui aimaient la vie, qui aimaient... Mais on aimait le cinéma surtout. Oui. Parce que le reste, c'est pas aimer le cinéma. Le cinéma, c'est passionné par le cinéma. Oui. Moi, je mangeais cinéma, je me levais cinéma, je dormais cinéma et je rêvais cinéma, donc j'étais dans le cinéma. Tandis que... Et avec les grands du cinéma. Oui, c'est une période formidable parce qu'on a eu la chance. Moi, personnellement, qui suis passé de la musique au cinéma, j'ai eu la chance de connaître dans la musique sûrement les gens les plus marquants d'une époque qui vont de Brel à Aznavour en passant par Johnny, Sardou et Charles Aznavour et compagnie. Et puis après dans le cinéma, Delon, Léo Ventura, Michel Piccoli, enfin tous les grands. Donc on a eu cette chance. Alors justement, Norbert Saada, nous sommes ici dans une émission de cinéma. Oui, toute la première partie de votre livre, elle concerne la musique. Donc, moi, ça commence à m'intéresser particulièrement au moment où vous avez des velléités de devenir producteur. Vous voulez entrer dans le monde du cinéma alors que vous êtes une star de la production musicale. Le premier détonateur, c'était Eddie Barclay. Parce que si Eddie Barclay m'avait pas engagé un jour en disant « Viens chez moi comme directeur artistique », je ne pense pas que j'aurais fait ni de cinéma ni de musique. Le vrai détonateur, c'était Eddie Barclay. D'accord. Après Delon et Léon, c'est autre chose. Léon, je l'ai connu parce que je voulais le connaître. Moi, je suis allé au Flanc le voir, je ne connaissais pas. Hein. Ah oui, vous êtes comme ça, vous? Ah oui, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, Sergio, on s'est marré, il m'a invité à dîner. Et puis, par hasard de la vie, on avait les mêmes passions pour les mêmes films. On a parlé 2 heures de tous les films qu'on aimait, pourquoi on aimait celui-là, pourquoi on n'aimait pas celui-là. Les acteurs, pareil. Et après, on ne s'est plus quitté jusqu'à sa mort, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous aviez le pied à l'étrier quasiment tout de suite, parce que vous êtes sur Il était une fois la Révolution. Moi, je vois quand même une photo, vous êtes assis à côté de James Coburn, là, en coulisses. Mais j'ai appris beaucoup avec Sergio, parce qu'il avait une chose pour lui, c'est qu'il connaissait tous les métiers du cinéma mieux que tout le monde. Et il me fascinait, parce que les costumes, il savait ce qu'il voulait, les décors, il savait ce qu'il voulait. C'était un personnage extraordinaire. Ah oui. On a travaillé très longtemps, avant de travailler sur Une fois l'Amérique, on a travaillé sur les 900 jours de Leningrad. C'était son grand projet, le siège de Leningrad, ça. Hein. Oui. Et on s'est cogné avec les histoires de Staline pendant des années. Et moi, à ce moment-là, c'est le moment où je voyais beaucoup Sergio. Et puis après, il m'a dit, on va faire Une fois l'Amérique. Et il m'a raconté 52 fois le début du film. Sergio ne parlait pas d'anglais, donc c'est moi qui racontais l'histoire en anglais. Je passais mon temps à raconter la même histoire. Un jour, De Niro est venu nous voir à l'hôtel, à l'Essex House, habillé en jean et en t-shirt, c'était en août. Et je lui ai dit, je suis content de vous rencontrer parce que je pourrais me vanter d'avoir rencontré la plus grande star du monde, du cinéma. Il m'a dit, ah bon, qui? Je lui ai dit, vous. Il s'est mis à rire et quand il est venu à Cannes après pour Taxi Driver, il m'a vu de loin, il m'a fait comme ça parce que... Et puis, dites, on ne peut pas ne pas dire un mot d'Ennio Morricone quand même, Norbert, parce que... Ennio. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pour le premier film, vous avez eu le succès avec Sergio. Sergio ne voulait pas de Morricone. On lui avait proposé un autre... Il
il a engagé un autre musicien. Là, on parle de la trilogie du dollar. Hein, Ouais, à le l'époque, premier là, dollar. Le premier dollar. Il ne voulait pas de Morricone, il avait un musicien qui était pratiquement engagé, et on lui dit, vois quand même Morricone. Je ne sais pas parce qu'il était connu, il était inconnu à l'époque. Sergio va le voir, et il lui dit, tu te rappelles quand on était en classe ensemble? Sergio dit, on était en classe ensemble, nous? Et il lui sort une photo de lui et Sergio en classe. Sergio est sidéré, et puis il parle, et puis Sergio m'a dit, mais je veux pas une musique comme ça et comme ça. Et il lui explique l'histoire de la flûte dans un, du sifflet et tout. Et c'est comme ça que ça a démarré. Moi, je me mets un peu à la place du jeune Norbert Saada, fan de cinéma, qui se retrouve sur le plateau de Mon nom est personne face à Henri Fonda. Moi, je voulais l'autographe de lui, c'est pour vous dire. Et Sergio m'a dit, tu sais que tu t'es engagé comme acteur, hein? Je dis oui, mais quand même, je voudrais demander un autographe. Hein. Et puis on a sympathisé. Et ce qui me fascinait chez lui, à part le talent, mais tous ces acteurs, moi je me rappelle, j'avais vu un sketch de Sammy Davis qu'il le faisait très bien. Il expliquait une chose vraie, il disait toutes ces grandes stars de l'époque du cinéma américain avaient une démarche spéciale. Fonda avait une démarche spéciale, John Wayne une démarche spéciale, tous avaient une démarche différente. Et ça, c'est vrai que ça marque, ça. Il y a une chose, Norbert Saada, qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est le nombre de projets inaboutis. Mais dans ce métier, qu'est-ce qu'on travaille pour rien? Parfois. Alors, il y en a qui sont inaboutis parce que on n'a pas eu les droits, par exemple. Ça, c'est une première raison. Il y en a d'autres parce que les gens n'ont pas cru au film, les distributeurs, parce que des fois, on peut mettre son argent, mais des fois, on a besoin moins d'un distributeur. Hein. Ouais. Et puis d'autres, la vie a fait que. Par exemple, moi, quand j'ai voulu démarrer pour la Madone des Sleeping, de De Cobra. J'adorais le livre qui avait vendu 38 millions d'exemplaires. Je trouvais qu'en plus, c'était une époque pour ça, l'Orient Express et tout. J'appelle mon ami Omar Sharif, il me dit, moi, je suis partant pour jouer le prince Salam, ou le prince, je ne sais pas comment ça s'appelait dans le livre. Et Bardot, je connaissais très très bien pour jouer la fille. Je lui ai dit, la Madone de Sleeping avec Bardot et Omar Sharif, ça va faire un carton. Puis Brigitte arrive à la maison, un soir, elle m'a dit, tu me fais des pâtes, je dis, viens, elle me dit, j'arrête le cinéma. Je dis, ah bon? Mais ça s'est pas fait parce qu'entre-temps, De Cobra est mort, on s'est trouvé dans un problème de droit, et puis le film ne s'est pas fait. Oui. Mais je peux vous citer un ou deux autres exemples. Si je vous dis Terence Young et Marlon Brando. Alors ça, c'est Brando têtu. Parce qu'en fait, c'est pas né de Brando. C'est né au départ d'un livre que j'avais vu 20 ans avant, qui s'appelle Le propriétaire d'Eddie Constantine. J'ai essayé d'acheter les droits, et on m'a dit ils sont vendus à Carlo Ponti. Donc j'ai appelé Carlo Ponti, je dis Carlo Ponti, c'est Norbert Saada, bonjour, ça va, bon. Et je lui dis voilà, je voudrais racheter les droits ou coproduire avec vous, le propriétaire. C'est un bouquin formidable sur l'univers des courses. Il m'a dit, je ne veux pas vous les vendre. Je lui ai dit, pourquoi? Et je me rappellerai toute ma vie, il m'a dit, j'ai touché beaucoup d'argent d'un fonds canadien sur ce film. Si je vous vends les droits, il faut que je rembourse le fonds canadien. Ça tient à rien, hein? Ah oui, ben oui. Alors je lui ai dit, bon, mais on commençait le fonds canadien. Puis c'était trop à m'en rembourser, donc j'ai abandonné. Puis 20 ans se passent, un soir, j'étais voisin de Terence Young, il m'appelle, tu viens dîner à la maison? Je dis, oui, je vais dîner chez lui. Et il me dit, on parle de choses et d'autres, il me dit, j'ai un sujet pour toi, peut-être que tu peux m'aider à le monter. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il m'amène The Owner, propriétaire. Je dis, mais c'est le propriétaire de Constantine? Il me dit, oui. Et je lui raconte l'histoire. Il me dit, qui tu vois pour le personnage? Je dis, Marlon Brando. Bah, bon, comme j'avais dit, mon oui. épicier. Hein. Oui. Et il me dit, tu veux Marlon Brando? Il me dit, je m'en occupe. Il m'appelle le lendemain, il me dit, envoie Marlon Brando demain à Los Angeles. Je crois qu'il se fait de ma gueule. Nous voilà partis pour voir Marlon Brando, qui était le voisin de Jack Nicholson à Mulholland Drive. Et on parle et tout, et je lui amène le scénario, il me dit, avant de lire quoi que ce soit, je vais vous dire une chose, je ne tourne pas plus que 4 weeks. Il me fait comme ça. Alors j'ai dit, écoutez, lisez-le d'abord. C'est un sujet qu'on va tourner en 12 semaines minimum. On va essayer de ralentir. Pour vous, on va réduire. Mais il me fait comme ça. 4 weeks. 4 weeks. 1 heure et demie. À la fin, j'ai dit, écoutez, je vais travailler chez moi à l'hôtel et je reviens vous voir demain. On a travaillé toute la nuit. On est d'accord avec Terence. Si vous nous donnez 6 semaines, on se débrouille. Il me fait comme ça. 4 weeks. Et j'ai pas fait le film. Pour 2 semaines. Mais vous avez passé 2 heures avec Marlon Brando chez lui. Oui, c'est vrai. Si je vous dis par exemple, Norbert Saada, un film avec Johnny Hallyday et Gérard Depardieu. Alors j'ai les droits, les deux sont venus, on a même fait des photos des deux. Elle y est la photo dans votre livre. Oui, je suis allé à Rome, personne ne voulait le mettre en scène en France à l'époque. Ils sont allés à Rome avec Johnny, on n'a pas pu monter le film. Parce que les gens à l'époque ne voulaient pas de Johnny Hallyday au cinéma. Hein. Ah oui, c'est arrivé après. Mais il y avait Depardieu quand même. Oui, mais enfin,
Ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait avec Depardieu et Johnny. Ouais. Bon, ça c'est 2-3 parenthèses de choses qui ne se sont pas faites. Parlons plutôt des choses qui se sont faites, Norbert Saada. Quand vous revoyez cette affiche-là, Oui, celle de Mort d'un pourri, j'adore ce film. Je l'ai revu il y a un mois à la télé. qu'est-ce qu'il est d'actualité en plus sur la politique? Il a 20 ans d'avance, ce film. Ah ouais. Je voulais un casting particulier, qui est celui-là, d'accord? Je vais voir Alain, je dis Alain, j'ai une idée, il me dit qu'est-ce qu'il y a du tel casting, je lui donne toute la liste. Il me dit écoute, non, ben, ça la moitié, je me fais curer. Mais je vais te signer ça. Donc je pars, très content, j'appelle tout le monde, et tout le monde me dit oui, sauf Max von Sydow. C'était Max von Sydow qui devait jouer, pas Klaus Kinski. Il vient à Paris, je déjeune avec lui, Lautner. Il me dit j'adore le projet, patati, on n'avait rien d'écrit en plus. Hein. Parce qu'il faut les vendre quand on n'a pas écrit les films. Ben oui, c'est ça. Parce que quand on a vendu, c'est facile quand on n'a pas vendu. Et il me dit telle date, je peux pas. Il ne tournait pas 3 jours de Condor, il tournait autre chose, je crois. On se trouve sans Max von Sydow. J'ai dit à Georges, je vais perdre mon pari quand même, c'est un peu con. Donc, Un pari avec Alain Delon, perdu comme ça. Et je dis j'ai une idée, j'ai connu grâce à Sergio Klaus Kinski, je vais appeler Klaus, qui avait fait tous les premiers films de Leone. Oui, de Sergio Leone. Donc j'appelle Klaus, c'est un type cynique, hein, Klaus. Il me dit, je vais venir jouer, tout ça. Quelle date? Telle date à telle date. J'appelle Georges, je dis, Georges, on a un problème, c'est que Klaus, il vient de telle date à telle date, on n'a pas encore de scénario. Donc j'appelle Audiard, je dis, Michel, tu es sûr du scénario que tu écris? Il m'a dit oui. Je dis, alors, est-ce que tu peux écrire cette scène-là, les 2 scènes où il y a Klaus Kinski? Elles sont au milieu du film. Donc, même pas te planter, parce qu'une fois qu'on a tourné ça, il s'en va. Hein. Ah ouais, puis il faut que ce soit raccord avec le reste. Il m'a dit, Norbert, ne t'inquiète pas, je les écris. Bon. J'ai un peu les jetons, j'ai dit, bon, 2 jours. Il a fait les 2 jours, on a tout raccordé après. Bon, je pense que vous avez compris que depuis le début de notre conversation, on a dû parler de 10-12 anecdotes, il doit y en avoir 2000 dans le livre. Je crois pas, mais enfin, pourquoi pas? Oh, écoutez, mais il y a beaucoup d'histoires magnifiques, et ce qu'il faut maintenant, c'est que vous achetiez le livre et vous le lisiez. Nous, on était là pour vous leur donner un petit peu envie, cher Norbert. Hein. Merci beaucoup, mon cher. Mais non, mais voilà, il était une fois la Révolution, Mort d'un pourri, on ne meurt que 2 fois, canicule, l'addition, le Et quand je vois ça comme ça me remonte le moral. C'est vrai? Oui, c'est sûr, parce que je me suis dit, finalement, j'en ai fait des trucs pas mal, voilà. Et alors, on peut espérer que le métier reprenne, Norbert, ou est-ce que vous avez définitivement... Écoutez, pas une coïncidence de la vie. J'ai pas fait de film pendant quelques années, quand Oui, même. vous disiez que vous étiez en décalage avec le cinéma Je sais pas, d'aujourd'hui. moi, je sais pas mon univers. Le Bon. cinéma, c'est d'abord avoir un univers, comme la chanson, d'ailleurs. Et comme c'était pas mon univers, j'ai pas voulu continuer. Et puis, un jour, Pascal Praud m'a appelé un matin. Pascal Praud, on parle de journaliste, Pascal oui, Praud. et comme je le connais très peu, j'étais très étonné. Il me donne un conseil de faire un film avec Michel et Dutronc, un film inspiré d'un grand classique français. Oui. J'ai appelé Eddy et Jacques Dutronc, qui ont tout de suite dit oui, Pierre Richard aussi, et nous voilà repartis. On vient d'avoir le premier scénario, en écrivant le scénario définitif. J'espère qu'on va le tourner début d'année prochaine. Voilà. Merci de la confiance et du plaisir que vous nous faites de nous raconter ce cinéma qu'on adore. Merci. Vous êtes conscient qu'il y a une grande nostalgie sur tous ces films-là, quand même, des Oui, spectateurs moi j'ai la d'aujourd'hui, hein. nostalgie, mais est-ce que le public a la nostalgie? Vous croyez? Oh oui. Que Dieu vous entende. Et merci à lui de nous avoir mis face à face aujourd'hui. Merci Norbert. Vincent. Merci Vincent. À bientôt. À bientôt, oui.